En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. La capitale en état de siège. Samedi, l'acte 4 des Gilets jaunes s'annonce agité. Le président de la République a annoncé prendre la parole lundi et le contenu de son discours pourrait bien dépendre de l'intensité de la mobilisation. À quelques jours de la ratification du pacte mondial sur les migrations, le Sénat a rejeté le budget du projet de loi Asile et Immigration jeudi, un budget jugé insuffisant au vu des enjeux migratoires. Avec une victoire historique en Andalousie, le mouvement nationaliste espagnol Vox rejoint les nombreux partis populistes qui montent en Europe. Rencontre avec le journaliste José Javier Esparza. Madame, Monsieur, bonsoir. Gilets jaunes, acte 4. Samedi, le mouvement spontané Gilets jaunes pourrait bien prendre encore une autre ampleur. Les blindés arrivent à Paris et le président Macron annonce prendre la parole lundi. Les samedis se suivent et se ressemblent. Depuis un mois, les Gilets jaunes ne décolèrent pas. Ce mouvement spontané, issu originairement du ras-le-bol fiscal, se rapproche de plus en plus d'un mouvement insurrectionnel à la faveur des frustrations et des inégalités. Mal compris par une élite médiatique et gouvernementale, les Gilets jaunes en sont déjà à 4 semaines d'existence et sont en passe de sérieusement bouger l'exécutif. Le président de la République a d'ailleurs fait savoir qu'il ne s'exprimerait que lundi face aux Français pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Sans que l'on sache si Emmanuel Macron annoncera un changement de cap, un remaniement ou même une dissolution. Le locataire de l'Élysée n'a d'ailleurs peut-être pas arrêté son choix et attend de voir le résultat de la mobilisation de samedi et les éventuels drames pour prendre une décision. Une faiblesse de l'exécutif à laquelle il faut ajouter une communication ratée, à l'image de ses élus, hier encore arrogants, qui, du haut de leur rémunération de députés, demandent aux Français de ne pas être violents. Des pavés jetés, des routes bloquées, des gens empêchés d'aller à l'hôpital. Stop. Manifester, oui, dans la liberté et la sécurité de tous. J'en appelle à la responsabilité de chacun. Ouvrons le dialogue, retroussons-nous collectivement les manches pour trouver ensemble des solutions. Une bonne tête de premier de classe qui aujourd'hui doit être bien inquiet pour sa place de député. Un appel à demander l'arrêt des violences, également suivi par des ministres, à l'image du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Agnès Pannier, qui se dit en colère. Bonjour à tous. Comme beaucoup de Françaises et de Français, j'ai été très choquée par les violences et les dégradations qui ont touché notre pays le 1er décembre. Samedi soir, j'étais très en colère. En colère parce que les violences et les dégradations n'ont pas leur place dans notre démocratie. Un appel au calme qui contraste avec les violences émanant de la force publique, en l'occurrence des CRS, comme ce fut le cas notamment dans un restaurant Burger King de région parisienne. Et c'était très violent, quoi. Ils hurlaient sur les gens, ils les insultaient et ils tapaient, quoi. Et en fait, une fois sortis, c'est là qu'on a été le plus choqués, entre guillemets, parce que on voyait que les gens qui venaient d'être tabassés à l'intérieur, quand ils sortaient, ils devaient passer sur le côté du Burger King. Et là, il y avait 4 ou 5 CRS qui, pareil, retabassaient par-dessus, en fait. Un climat tendu qui pourrait tourner à la guerre civile. C'est en tout cas ce que pense le gouvernement qui a dépêché des blindés de franchissement pour l'occasion. Les fameux VBRG, du matériel fabriqué du temps de la présidence Pompidou. Des blindés mis en circulation avant la naissance du président de la République et qui n'ont pas rencontré un franc succès puisque seulement 179 unités ont été fabriquées avec des ventes à l'étranger au nombre de 34 pour le Gabon, le Sénégal ou encore la Tunisie. Un matériel qui illustre bien la tiers-mondisation du pays. Côté force en présence, on parle de 89 000 personnels sur tout le territoire, dont une dizaine de milliers à Paris.
Des forces de l'ordre pas franchement aidées par la communication de l'exécutif, avec notamment un Christophe Castaner en pleine forme qui n'hésite pas à noircir le tableau. L'un d'eux était un ancien militaire qui a fait la guerre, qui était au Mali. Et il m'a dit que ce qu'il avait vécu était pire que ce qui s'est passé au Mali. Un verbiage ministériel de plus en plus incompréhensible, avec à présent un mélange d'inquiétude et de sérénité. Donc elle se profile avec inquiétude, mais sérénité, parce que j'ai vu ces hommes. Des ministres pas très heureux dans leur communication, et pourtant, en face, le soutien aux Gilets jaunes demeure très largement majoritaire. Aux manifestants de la première heure se sont rattachés des nouveaux venus, parmi lesquels des lycéens et des banlieusards, une population de banlieue qui pourrait d'ailleurs largement participer du chaos de samedi et changer complètement la physionomie de la mobilisation, faisant virer la révolte spontanée de travailleurs et de Français mécontents en un agrégat d'émeutes ethniques. Côté syndicats, on reste bien en retrait. FO et CGT Transport ont même levé leur appel à la grève. Un calme syndical qui s'explique en partie par le financement public des centrales, un financement qui dépasse allègrement les 100 millions d'euros annuels et qui permet le gentil jeu d'opposition artificielle entre les centrales et l'exécutif. Partout en France, et tout particulièrement à Paris, de nombreux magasins seront fermés, ainsi que des musées. Des rumeurs circulent également sur une fermeture exceptionnelle du Palais Bourbon. Une Assemblée nationale qui pourrait en effet être la cible des manifestants. La majorité des matchs de football de Ligue 1 ont également été annulés. La France devrait vivre un samedi agité avec comme grande inconnue la forme que prendra le mouvement. Avec l'arrivée des banlieues et les agitations d'extrême gauche, la situation pourrait bien devenir ingérable pour les seules forces de police. De cette mobilisation dépend l'intervention du président de lundi prochain. Les lycéens aussi rentrent dans le jeu. Depuis 3 jours, des milliers de jeunes font l'école buissonnière et occupent le pavé pour protester contre la réforme du bac et Parcoursup. Des revendications en trompe-l'œil surfant sur le flou planant autour de l'acte 4 des Gilets jaunes. Thibaut Bastide. Des poubelles incendiées, des voitures retournées, des affrontements avec les forces de l'ordre. Les lycéens durcissent leur mobilisation. Depuis le début de semaine, les blocages d'établissements se multiplient un peu partout en France. Alors que la tension est déjà élevée après les événements qui émaillent le territoire depuis le 17 novembre dernier, des milliers de lycéens viennent donc en rajouter une couche face à des forces de l'ordre déjà épuisées. Surfant sur la mobilisation des Gilets jaunes, les lycéens protestent contre la réforme du baccalauréat et Parcoursup. Une revendication déjà bien connue, mais cette fois-ci, elle semble servir davantage de prétexte pour ne pas aller à l'école. En effet, au vu des événements et des violences de ces dernières semaines, les lycéens y ont vu une opportunité de se mêler au chaos ambiant. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale constate une escalade des affrontements et dénonce même une violence inédite. Il faut dire que les lycéens qui font face aux policiers et gendarmes n'ont pour certains de lycéens que le nom. En effet, si le début de la contestation s'est déroulé dans un calme relatif, le mouvement a évolué en même temps que le type de manifestants, un sentiment que partagent certains lycéens. À un moment, on manifeste parce que on a des revendications, on a quelque chose à porter. Si le message qu'ils portent, c'est juste péter des bagnoles et brûler des poubelles, moi ça m'intéresse pas, quoi, voilà. Au début, ça partait d'une bonne intention, avec des banderoles, etc. pour se faire comprendre. Après, des gens un peu de partout, ils sont venus. Je pense pas que leur intention c'était pareil que les nôtres. Après, c'est parti, ça a dégénéré et j'ai vu que c'était partout pareil dans tous les lycées. Des gens d'un peu partout, comprendre, des individus extérieurs aux établissements scolaires, une donnée qui explique l'intensité des violences. Souvent agitées par l'extrême gauche dans un premier temps, les mouvements de foule incluent des éléments plus âgés ou non scolarisés. De plus, au fur et à mesure que les affrontements se multiplient, les revendications des lycéens se font de moins en moins entendre pour en arriver à de simples prétextes. Face à cela, les forces de l'ordre, fragilisées depuis plusieurs semaines, tentent de répliquer en multipliant les interventions, parfois musclées, comme en témoigne cette vidéo. Voilà une classe qui se tient sage. On va voir ça à leur prof. Ils n'ont jamais vu ça. Dans la tête, on regarde droit devant.
Si cette vidéo a suscité l'indignation, il faut néanmoins replacer les choses dans leur contexte. Les forces de police, à l'origine de nombreux dérapages depuis plusieurs semaines, étaient en l'espèce en minorité et auraient simplement usé de la démarche à suivre lors de telles circonstances face à des jeunes de plus en plus déterminés à mettre à mal leur autorité. Sans surprise, de nombreux élus de gauche ont appelé à prendre des sanctions contre ces policiers, de quoi gonfler un peu plus la détermination de ces individus agissant le visage cagoulé. Ainsi, entre les forces de l'ordre de plus en plus contestées et des lycéens avec un véritable sentiment d'impunité, le cocktail devient de plus en plus explosif et l'issue semble plus que jamais incertaine. Alors que le pacte mondial sur les migrants doit être ratifié dans quelques jours, le Sénat français pointe du doigt les failles de la politique migratoire mise en place par le gouvernement. Le projet de loi de finances sur l'asile et l'immigration a même été rejeté. Thibaut Bastide. Le bateau gouvernemental prend l'eau de toutes parts, acculé par les gilets jaunes, contesté à propos de la ratification du pacte mondial sur les migrations. L'exécutif n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. Jeudi, le Sénat s'est penché sur le projet de loi de finances sur l'asile et l'immigration, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constat est salé. En effet, à ce sujet, la commission des lois de la Haute Assemblée, présidée par le sénateur Les Républicains de la Manche, Philippe Bas, n'a pas épargné le gouvernement. Parmi les critiques formulées, le Sénat déplore l'absence d'efforts du gouvernement pour disposer de données précises concernant le nombre d'étrangers présents en situation irrégulière sur le territoire français. En se basant sur les données de l'aide médicale d'État dont les crédits frisent le milliard d'euros par an, plus de 300 000 clandestins bénéficieraient d'un accès gratuit aux soins médicaux et hospitaliers. Si ce nombre atteint déjà des sommets, dans la réalité, le nombre d'étrangers en situation irrégulière est nettement supérieur. Des dépenses sanitaires faramineuses sans compter le laxisme sécuritaire et judiciaire en la matière. En effet, selon le rapport, les clandestins interpellés en France l'année dernière ont été 119 635, soit une augmentation de 23% par rapport à 2016. Sans surprise, les chiffres seront encore en hausse pour 2018. Un bilan salé qui s'accompagne du faible taux d'éloignement des illégaux. Seuls 17,5% des demandes d'expulsion ont été exécutées, soit moins de 2 sur 10. Au vu du constat, l'échec est cuisant pour le gouvernement et tout naturellement, le Sénat a rejeté le budget du projet de loi. Un nouveau coup porté à l'exécutif à quelques jours de la signature du pacte mondial sur les migrations lors d'un sommet intergouvernemental à Marrakech. Alors que les appels à ne pas ratifier ce traité qui vise à encourager l'immigration massive se multiplient, ce rapport ajoute une nouvelle pierre à l'édifice et la question migratoire pourrait rapidement gagner la lutte des gilets jaunes. En effet, le rapprochement semble presque naturel puisque l'immigration massive pèse plusieurs milliards d'euros sur les dépenses publiques. Malgré ce risque, Emmanuel Macron ne devrait pas changer sa ligne de conduite avant le 10 décembre, jour de l'ouverture du sommet, mais il pourrait payer la facture lors des élections européennes de mai prochain. Vox, la nouvelle voix des Espagnols, alors que les mouvements populistes et nationalistes se développent partout en Europe, l'Espagne semblait un peu à contre-courant. C'était sans compter sur le succès du parti Vox en Andalousie. Entretien avec le journaliste et écrivain José Javier Esparza. Coup de tonnerre en Andalousie, les nationalistes sont de retour. Le parti Vox, fondé en 2013, a obtenu 12 sièges lors des élections du Parlement andalou. Une première pour un parti qui ne disposait d'aucun élu dans cette autonomie, véritable bastion socialiste. Les socialistes, justement, sont passés de 47 à 33 sièges quand le parti d'extrême gauche Podemos et sa coalition stagnent avec 17 élus. Les centristes de Ciudadanos enregistrent, eux, une belle performance électorale avec 21 sièges contre seulement 9 lors de la précédente élection. Le Parti populaire perd 7 élus mais préserve 26 sièges. Le meneur local de Vox, Francisco Serrano, a donc fait passer la formation de 0 à 12 sièges, recueillant plus de 400 000 votes. Ce dernier déclarera d'ailleurs que Vox est le parti des indignés, alors que jusqu'à présent, le parti de ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose semblait être le mouvement d'extrême gauche Podemos. Un renouvellement du Parlement qui profite donc aux centristes et qui permet aux nationalistes de rentrer dans le jeu parlementaire, une percée que José Javier Esparza explique par le discours inédit que tient le mouvement Vox dans le pays. Vox, ça veut dire voix. Et Vox a parvenu à donner de la voix à des gens qui n'avaient pas voix dans les débats publics espagnols. Même sur les grandes questions sociales, comme par exemple la migration, la violence domestique, etc. Voix a su mettre sur la table toutes ces questions et s'est gagné l'adhésion de centaines de milliers de citoyens qui tout simplement n'étaient pas représentés.
Pour cet observateur de la vie politique espagnole, ce résultat devrait faire boule de neige. À la question « Est-il possible que Vox perce dans d'autres régions ?», la réponse est affirmative. Absolument, sans doute, partout. Et peut-être plus encore qu'à l'Andalousie. Parce que le problème, c'est un peu toujours le même partout chez nous, en Espagne. Et ce que Vox représente, c'est la même espérance pour beaucoup de citoyens partout d'être finalement entendus. Au-delà des autres autonomies espagnoles, le mouvement vise également les prochaines échéances européennes de mai 2019. En cas de réussite, le mouvement ne devrait d'ailleurs pas éprouver trop de difficultés à se trouver des alliés. Je crois qu'aujourd'hui, après les élections à l'Andalousie, la possibilité d'une très grande représentation de Vox aux élections européennes sont les grandes peurs du système chez nous en Espagne et la grande espérance de beaucoup de citoyens. Un succès et des perspectives de victoire pour l'avenir, le mouvement Vox a su répondre aux attentes de 400 000 électeurs dans une période de crise économique, sociale et migratoire à laquelle s'ajoutent les récents événements de Catalogne. Une offre politique inédite en Espagne depuis l'avènement du régime parlementaire. José Javier Esparza nous en dit plus sur l'ADN politique du mouvement. Je crois qu'on peut bien les qualifier de populistes au sens de partis comme Matteo Salvini, Marine Le Pen, Frauke Petry, etc. Sans doute, c'est un peu la même mouvance. Bien que ce qui se rapproche le plus, c'est peut-être Viktor Orban, le modèle hongrois. À l'égard de la Constitution espagnole, Vox est un parti strictement légaliste et constitutionnaliste, sauf que propose la réforme constitutionnelle à l'égard de l'état des autonomies. C'est une question qui, comment dire, pas tout le monde est d'accord, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, chez nous en Espagne, c'est un vrai problème, pas politique, personnel, pour beaucoup de citoyens. C'est-à-dire qu'il y a des dysfonctions si grandes, par exemple dans la santé, à l'éducation, etc., que vraiment, le système autonomique doit être impérativement rectifié. Le presque nouveau parti de droite nationaliste espagnol sera à observer de très près, car en Espagne, pas de cordon sanitaire entre la droite et les nationalistes. Le Parti populaire, mais aussi les centristes de Ciudadanos, n'écartent d'ailleurs pas l'idée d'une alliance pour faire barrage aux socialistes. Ironie de l'histoire, l'ancien Premier ministre socialiste français, Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone, est soutenu par Ciudadanos et pourrait donc indirectement être allié aux nationalistes. Et à présent, passons à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. La République en marche en pleine crise de complotisme. Plusieurs élus de la majorité ont relayé de fausses informations tendant à affirmer que le mouvement des Gilets jaunes était le fruit d'une machination de l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. Comme si cela ne suffisait pas, un éclairé du compte Twitter Team Macron aurait également découvert que le nom de domaine Gilets jaunes aurait été acheté en mai 2017, soit bien avant le mouvement social qui secoue la France ces dernières semaines. En réalité, l'enregistrement a été fait il y a plus de 10 ans. Heureusement que le gouvernement a lancé une campagne pour lutter contre les théories du complot. Le voile se lève après l'assassinat d'un professeur à Courbevoie. Mercredi, un individu, ancien élève de l'université Léonard de Vinci, a mortellement poignardé son ancien professeur d'anglais. L'enquête a finalement révélé que le meurtrier, un Pakistanais de 37 ans, était en situation irrégulière sur le sol français depuis plus d'1 an. Pour justifier son passage à l'acte, le clandestin a expliqué qu'il en voulait à ce professeur d'avoir fait un dessin qu'il aurait diffusé en cours en 2016 et qu'il avait considéré comme insultant pour le prophète. BHL en PLS, la sœur du philosophe milliardaire le prend complètement à contre-pied une nouvelle fois. Véronique Lévy a en effet apporté son soutien aux Gilets jaunes que Bernard-Henri Lévy conspue de toutes ses forces, n'hésitant pas à utiliser des termes anachroniques tout droit venus des années 30. La sœur de BHL a également dénoncé le pacte mondial sur les migrations. Gageons que les repas de famille seront agités dans les semaines à venir. Fin de mission pour l'Aquarius. Jeudi, Médecins sans frontières et SOS Méditerranée ont annoncé mettre un terme aux opérations de sauvetage de leurs navires humanitaires. L'ONG Promigrants réfléchit néanmoins à acquérir un nouveau bateau et un nouveau pavillon. L'Aquarius, qui mène des opérations de sauvetage au large de la Libye depuis 2016, est amarré à Marseille depuis début octobre.
Nouvel échec de la politique étrangère de Donald Trump. Les États-Unis ont échoué jeudi à faire condamner le mouvement de résistance palestinienne Hamas par l'Assemblée générale de l'ONU. Une résolution de l'ambassadrice Nikki Haley qui n'a donc pas recueilli les 2/3 des voix. L'oncle Sam a tout de même vu 87 pays le suivre, 57 s'opposer et 33 autres s'abstenir. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, ça sent le sapin pour le gouvernement. Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent le traitement médiatique des Gilets jaunes et du pacte pour les migrations de l'ONU. Également au programme, Tête à Clash, Franck Tanguy et ses invités débattent des Gilets jaunes. Castaner. Plus tard dans la journée. Castaner, Philippe et le préfet de police disent venez sur les Champs-Élysées, on va filtrer, on va voir si vous n'avez pas des armes par destination dans le truc et ensuite on vous laisse entrer sur les Champs-Élysées. Autrement dit, venez manifester pacifiquement. Les gens arrivent parce que tous ces sous-groupes que vous décrivez, ils étaient, même si on les met bout à bout au total, même pas le 50e de l'ensemble des Gilets jaunes lambda qui venaient et qui étaient présents sur les lieux à ce moment-là. Donc les gens arrivent massivement avec des Gilets jaunes comme ça pour suivre finalement les consignes du préfet de police. Et là, on les bloque tout de suite, on les empêche d'entrer et on leur balance des lacrymos. D'accord ? Le but du jeu et du préfet de police et de Castaner, c'était quoi ? De pouvoir filmer le truc en disant, vous voyez, ils doivent venir, mais ça ne cesse de baisser la mobilisation. Regardez, on les laisse entrer, mais il n'y a personne sur les Champs-Élysées, alors qu'en réalité, d'accord, ils les empêchaient de venir. C'était un coup monté. Vous pourrez exceptionnellement retrouver le samedi politique dès 9h du matin demain. Élise Blaise sera en compagnie de Xavier Hofer pour revenir sur la France à feu et à sang des Gilets jaunes face à un exécutif à l'agonie. S'il y a eu les débordements en question, c'est que soit, à un moment donné, il y a eu incompétence au sommet, ou soit qu'on ait laissé faire. Mais dans les deux cas, soit qu'ils aient été nuls, soit qu'ils, délibérément, par cynisme, ils aient laissé faire, c'est quand même pas quelque chose d'optimal. L'origine de tout, c'est que les nations et les peuples existent. C'est extrêmement grave. Ce que nous avons vu samedi est à la fois honteux, indigne de notre pays et de notre histoire. Vous avez vu le pauvre homme, là, il lit des notes. La France est à feu et à sang, il lit ses petites notes. J'ai l'impression désagréable, moi qui ai un peu étudié l'histoire, de me retrouver en février 17 en Russie. Ça se termine jamais très bien. Et dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un Terre de Mission consacré à l'art d'éduquer un enfant. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. Bon courage à ceux qui descendront dans la rue demain. Et heureuse fête de l'Immaculée Conception pour les catholiques. À lundi. Bonsoir. Hier, je vous ai parlé de Léon, le médium, celui qui arrête le feu avec son visage en lame de couteau et ses grandes mains. Et c'est comme toujours dans la vie des villages, il y a certains personnages que vous voyez 3 jours de suite et puis vous les voyez plus pendant 2 ou 3 mois. Et là, tout est venu de ce que par hasard, comme je savais qu'il avait le don de voir les morts, enfin c'est ce qu'on prétend, ce qu'il prétend, je lui ai raconté certaines choses que l'on peut observer chez les personnes très âgées, surtout si elles prennent des médicaments du genre benzodiazépine, des somnifères, des antidépresseurs. Et je lui ai dit qu'un vieux monsieur, chez qui j'habitais en ce moment à Paris, traversait parfois tout l'appartement pour venir s'asseoir sur le canapé de ma chambre en me disant « Oh, je viens ici parce qu'ils me cassent les oreilles avec leurs cantiques ». Qui ça, il ? Eh bien, le jour où j'ai posé la question, c'est assez récent, il n'a pas répondu directement, mais il m'a dit « Oui, normalement, ce sont des voix d'hommes, un peu comme du grégorien, mais là, il y a des enfants, je trouve ça fatigant ».
Alors, je vous plante le décor quand même, comme je l'ai fait pour Léon. C'est un grand appartement moderne qui donne sur un parc dans la banlieue. Il n'y a donc pas une église à moins d'1 kilomètre, aucune association, aucun conservatoire de musique. Mais pour lui, la chorale était juste là, derrière le mur. J'ajoute toujours en me confiant à Léon, au village, qu'il arrive de plus en plus fréquemment à ce monsieur de me dire, de téléphoner pour savoir si c'est lui qui est de garde à 8 heures ou son associé, mais la clinique où il travaillait a disparu depuis 20 ans, 30 ans, et l'associé est mort. Et c'est là que Léon me dit, toujours avec son petit air modeste, là, mais plein de certitude et presque d'ironie, c'est difficile à admettre, mais le passé, le présent, l'avenir sont déjà réunis quelque part et nous ne les voyons pas. Alors je lui demande s'il va m'annoncer que les morts voient tout et qu'il pourrait donc leur demander de prédire l'avenir, mais il m'a répondu par une sorte de théorie générale. Alors normalement, d'un type qui vous raconte comment il imagine la vie, la mort, l'organisation de tout ça, vous vous dites c'est un philosophe un peu allumé, mais là c'est différent, il arrête quand même les brûlures. Au village, nous avons des cas ahurissants, l'hôpital du coin l'emploie en douce pour soulager les patients. Il dit donc qu'il voit les morts, il donne des détails que normalement eux seuls peuvent connaître. Et en plus, mon chien le repère dans la foule les jours de fête. Mon chien, en plus, est aveugle. Et la joie de cet animal, quand il voit Léon, est un véritable mystère. Ça relève du paranormal. Et donc, quand c'est un type comme ça, vous dit comment, à son avis, tourne la machine céleste et comment elle est organisée, vous l'écoutez, même si c'est avec un peu d'ironie. Alors il me dit, c'est comme si nous portions tous un chapeau à bord large, sans pouvoir lever la tête. Nous ne voyons pas ceux qui sont au-dessus du chapeau. Le paysage comporte des montagnes, mais on ne voit pas les sommets. Et moi, la seule chose que je fais, c'est que parfois, j'invite les morts à redescendre sous le bord de mon chapeau, donc je les vois. Mais quand ils remontent sur leur montagne, je ne les vois plus du tout. Alors je lui demande, et de leur montagne, eux, ils nous voient dans le présent, donc dans le passé, dans l'avenir. Il se met à rire et il me répond, mais il n'y a pas qu'une seule montagne, il y en a plein, de toutes les hauteurs. Et comme les morts, eux aussi, portent un chapeau sans pouvoir lever la tête, ils ne voient que ce qui est en dessous d'eux, c'est-à-dire nous et pas le reste. Alors vous avez compris le principe, plus vous êtes haut, plus vous voyez d'autres montagnes en dessous, et puis il y a deux choses sous votre chapeau, plus vous voyez ce qui s'est passé, ce qui se passera dans l'histoire. Les morts que je vois, me dit-il, moi ce sont des gens qui sont proches du bord de mon chapeau, mais il y en a qui ne descendront jamais jusqu'à moi, ils sont trop hauts, et ceux-là voient tout en même temps. Alors je lui demande quoi tout, il me dit, mais pour nous le temps passe, mais quand on est sur la dernière montagne, la plus haute, il est déjà passé, et tout l'avenir est déjà arrivé. Quand on est sur la plus haute montagne, l'histoire du monde paraît toute petite, et surtout elle est accomplie, c'est un paysage. Alors, je ne sais pas comment vous dire, me dit-il. Nous sommes en train de vivre une histoire déjà écrite et les vieilles personnes, celles qui vont mourir, ont déjà plus ou moins changé de montagne. Elles voient ceux qui sont en dessous, elles voient leur passé au présent, elles voient leurs amis défunts. Alors là, je lui demande, mais pourquoi vous allez à la messe? Parce que cette vision des choses paraît quand même assez peu apostolique et romaine. Il me répond, bah, c'est le seul endroit où j'ai rendez-vous avec ma mère qui était très catholique et qui a peur que je lui pardonne pas certaines choses. Elle est toujours à côté de moi dans l'église. C'est le seul endroit où j'ai l'impression de pouvoir réparer l'âme de ma mère. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je lui rappelle que sa vision des choses ferait bondir plus d'un catholique. Et là, il me répond une chose qui m'a fait de la peine. Il me dit, c'est peut-être parmi les catholiques que j'ai rencontré les gens les plus raides. Ils disent que quand je guéris le feu, il y a rien de surnaturel, que c'est de la psychologie, de l'illusionnisme. Et la plupart des évêques, même à Lourdes, disent qu'il ne faut pas confondre christianisme et pensée magique. Mais désolé, on n'a pas lu les évangiles avec les mêmes lunettes. Dans les évangiles, tout est magique. Il y a des buissons ardents, des gens qui retrouvent la vue, qui marchent alors qu'ils étaient paralysés, qui sortent du tombeau, qui marchent sur les eaux. Et il a conclu, ça fait rien, je leur en veux pas. Ben nous non plus, Léon, on t'en veut pas. À bientôt, merci. Ça s'appelle Campagnol TVL et on peut s'abonner sur YouTube.